C'est parfait. Voilà. Je peux y aller. Tu peux y aller. Tu es seul. J'y vais alors. Je parlais donc de cet article du Point qui fait beaucoup de bruit, un article signé Claire Gallois, qui est pourtant une blogueuse de Mediapart, et qui fustigeait les jeux vidéo comme source ultime de violence. L'article, intitulé « Jeux vidéo permis de tuer », histoire de pouvoir faire un jeu de mots un petit peu lourdingue avec James Bond, permis de tuer comme chez James Bond pour qui tuer n'est pas joué, mais finalement tuer est devenu un jeu. Le sous-titre dit aussi tout de la fine connaissance de la dame pour l'art vidéoludique, pour lequel elle ne se permet aucun amalgame de comptoir, puisque ce sous-titre dit « Breivik, Mera et beaucoup d'autres en étaient accros, un passe-temps qui peut se révéler mortel ». Mais laissons le débat sur l'intelligence de cet article à d'autres. De Slate au plus du Nouvel Obs, en passant par tous les réseaux sociaux, il a fait déjà couler beaucoup d'encre numérique. Mais profitons de cette chronique pour rappeler que quand les jeux vidéo n'existaient pas, on tuait déjà, eh oui. Et avant que la bonne morale chrétiano-traditionnelle ne trouve dans les jeux vidéo le dernier repère du malin, beaucoup d'autres boucs émissaires pervertisseurs de jeunesse se sont succédés. Platon déjà avait peur que le théâtre ne pervertisse les âmes, et c'est pourquoi il voulait l'interdire de sa République idéale. La pièce Les Brigands de Schiller, lorsqu'elle fut jouée en 1782 à Mannheim, fut interdite, car le peuple et ses bas instincts risquaient de vouloir imiter les personnages ni parfaitement bons ni parfaitement mauvais de la pièce, personnages qui sont simplement humains. Mais quand, à partir des années 20, se généralisa le cinéma comme art populaire absolu, et encore plus à partir des années 50 et 60, lorsqu'il atteint le rang de divertissement numéro 1 de la jeunesse, moult articles de tabloïds se succédèrent, dénonçant à corps défendant le cinéma comme source de tous les maux de la société. Source de toute cette violence individuelle, devenant le pire problème insolvable des sociétés néolibérales, alors que la violence collective avec la Seconde Guerre mondiale avait atteint son paroxysme une vingtaine d'années auparavant. Si toutes sortes de censures ont affecté le cinéma, celle basée sur une certaine idée de la morale et de l'éducation de la jeunesse en a été la plus forte. Citons par exemple quelques films et firent les frais. Tout d'abord, celui qui tombe sous le sens, c'est Stanley Kubrick. Si aujourd'hui il est unanimement considéré comme l'un des plus grands réalisateurs de son temps, voire de tous les temps, il fut une époque où l'obsédé compulsif de la perfection qu'il était tomba sous le joug d'une certaine censure basée sur des règles dites du bien. Ce fut le cas de Lolita, par exemple. Le film sortit en effet en 1962 dans une version partielle, car certaines scènes furent coupées sous la pression du gouvernement, qui avait peur que la relation perverse entre Humbert, joué par James Mason, et Lolita, nymphette de 12 ans, ne pervertisse le public et ne donne de mauvaises idées à de mauvaises personnes. Pour ce qui est de la violence du cinéma supposément contagieuse pour le public, citons Orange Mécanique. En effet, le film sorti en 1972 et fortement apprécié de la jeunesse déclencha une polémique d'une rare intensité. En effet, les milieux conservateurs considérèrent le film comme étant une apologie de la violence gratuite et envoyèrent à Kubrick et à sa famille des lettres de menace d'une violence paradoxalement telle que Kubrick lui-même demanda à son producteur et distributeur Warner Bros. De retirer le film des salles. Alors que personne de sain mentalement ne peut avoir envie de faire comme Alex Delarge dans le film. Car en effet, tant bien même que la violence est esthétisée, elle n'en est que plus horrible. Et le film, ceux qui l'ont vu en entier le savent, car il va sans dire que les puritains ayant vu le diable dans le film sont partis après un quart d'heure de projection, le film n'est en aucun cas une apologie de l'ultra-violence et du viol, mais bel et bien une critique acerbe de la société. Mais nous en reparlerons, j'en suis sûr, dans une prochaine chronique. Mis à part Kubrick, il y a eu bien d'autres réalisateurs de films, moins protégés par leur statut de génie, qui brûlèrent sur le bûcher de la morale puritaine. Cannibal Holocaust, par exemple, avec ses procès en chaîne, ses rumeurs de snuff movies, comme quoi on aurait vraiment tué ou blessé des personnes pour la réalisation du film, rumeurs parfaitement fausses par ailleurs, mais aussi à cause de sa représentation crue de la violence, filmée de manière ultra-réaliste et presque sadique. Le film, censuré à sa sortie dans 18 pays, est toujours classé X en France, c'est-à-dire interdit aux moins de 18 ans. Il a pour vocation de dénoncer le sensationnalisme et la recherche absolue d'images chocs dans les médias télévisés. Il va sans dire que les bonnes mœurs sont les raisons de la censure de ce film, dans des pays où sont diffusées en boucle des images d'une Afrique qui meurt de faim ou de cadavres d'enfants en putréfaction au Rwanda ou en Yougoslavie. Drôle de paradoxe d'une société qui se scandalise de la diffusion d'images fictives de violence et qui, dans le même temps, pense qu'il est nécessaire de montrer la violence réelle qui a lieu dans le monde. Et puis, il y a aussi Tueur né, cette critique intense de la télévision d'Oliver Stone, réalisée en 1994 sur un scénario de Quentin Tarantino, qui présente un couple de tueurs, à la Bonnie and Clyde, qui tombent dans une spirale d'extrême violence qui va de pire en pire, plus leur succès médiatique grandit.
Inutile de vous dire que malgré la classe évidente qu'a ce couple joué par Woody Harrelson et Juliette Lewis, on n'a pas du tout envie d'être violent comme eux. On est d'ailleurs très mal à l'aise dans le film lors des scènes de meurtre. Et jamais on a envie de faire ce qu'ils font, bien au contraire. Il y a d'ailleurs une anecdote autour de ce film qui vient prouver que parfois les organisations dites puritaines peuvent aller très loin pour faire interdire le film qui ne juge pas en accord avec leurs convictions. Par exemple, lors de l'affaire Ray Maupin, ce couple de meurtriers parisiens ayant sévi en 1994, on a retrouvé dans l'appartement du couple un poster du film d'Oliver Stone. Tout est alors idéal pour condamner le film, d'autant que le couple était bien au fait des théories de Debord sur la société du spectacle et en jouait, tout comme le couple de tueurs nés. Mais cependant, il s'est avéré que le poster ne se trouvait pas dans l'appartement des Ray Maupin lorsque les policiers l'ont fouillé. Il a été ajouté a posteriori, après que le couple soit déjà en prison. Qu'est-ce qu'on fait pas quand on n'aime pas un film? Et cette liste pourrait comporter des dizaines d'autres films, tant la violence au cinéma, avant d'être absorbée par le média vidéoludique, était décriée, avec des films allant de Massacre à la tronçonneuse à Scream, que Christine Boutin avait en 2002 tenté en vain d'interdire, en passant par Un chien andalou de Luis Buñuel et Salvatore Dali. Le film surréaliste fut en effet un temps censuré en raison de la scène jugée à l'époque d'une extrême violence, quand un personnage se fait couper l'œil au rasoir. Par ailleurs, jouant notamment de la provocation, quand on demanda au jeune Buñuel une explication de ce film, il dit qu'il s'agissait simplement d'un appel au meurtre. Je ne vous dis pas le scandale à l'époque, même si je pense que si aujourd'hui un réalisateur de films ou de jeux vidéo disait de son œuvre, même au second degré, qu'il s'agit d'un appel à la violence, il paierait cher de sa personne. On cherche toujours à expliquer d'où provient la violence. Quand, le 13 novembre 1974, le jeune Ronald Jr. DeFeo tue toute sa famille dans la petite bourgade d'Amityville, et même s'il présentait tous les signes d'une évidente et grave schizophrénie, on a rapidement accusé la télévision comme étant la raison de l'accès à la violence inouïe à l'origine de cette morbide affaire. Et il boit. Je bois. En 1966, à des années-lumière de l'avènement des jeux vidéo, un certain André Glucksmann, philosophe et normalien, publie un rapport intitulé « Rapport sur les effets des scènes de violence au cinéma et à la télévision », qui se veut un résumé des différentes opinions parues dans la presse ou sous forme d'essais sur le cinéma et l'impact qu'il peut avoir sur la jeunesse. En la pervertissant, c'est-à-dire en lui donnant envie d'être violent. Autant dire que le débat n'est pas neuf, et que cette attaque virulente du jeu vidéo comme source de violence n'est qu'un vulgaire recyclage des attaques virulentes contre le cinéma des années 60 et 70. Car après tout, il est bon de trouver un coupable. Depuis que Nietzsche a fait le constat de la mort de Dieu dans nos sociétés occidentales, il est de plus en plus dur de trouver une force supérieure expliquant la violence des hommes. Car on peine toujours à admettre que la violence vient peut-être simplement de la personne dans sa seule individualité, et d'abord de ses problèmes sociaux avant d'être simplement l'influence des médias artistiques ou ludiques. Mais après tout, comme disait Woody Allen, moi quand j'écoute Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Alors, ce que je vous conseille de faire, si vous ne voulez pas être violent et tuer tout le monde, ne jouez pas à des jeux vidéo, ne regardez pas de films ni aucune émission de télévision, n'écoutez pas de musique ni de radio, enfin, sauf RBS bien sûr. Ne lisez pas de livres, n'allez pas au théâtre. Et enfin, quand vous sortez de chez vous, bandez-vous les yeux de risque de voir par mégarde une publicité ou même une peinture ou même une photographie risquant de vous donner des idées violentes. À moins que peut-être vous ne saviez déjà qu'il était prouvé que la vue de la violence aux jeux vidéo ou au cinéma n'est en aucun cas génératrice de violence réelle. Comme le prouve le reportage de France 2 qui date déjà de 1976 et qu'Hervé va nous lancer maintenant. Vous avez certainement vu cette image du caméraman filmant sa propre mort. Vous vous demandez, comme tout le monde, si à la longue ces images de violence ne peuvent avoir d'effets pernicieux sur vos enfants ou sur des esprits faibles. Eh bien non, il y a 10 ans que les chercheurs américains et britanniques ont démontré qu'il n'y avait aucun lien entre la diffusion de scènes de violence et l'augmentation de la délinquance ou de la criminalité. Les témoins ne sont pas les coupables. À leur congrès de Caen, les criminologues français l'ont confirmé à leur tour. En aucun cas, la télévision n'engendre par elle-même la violence, même lorsqu'elle en rajoute sur la réalité, comme par exemple dans les feuilletons américains. On a calculé qu'un enfant regardant régulièrement la télévision assistait en moyenne à 13 000 crimes par an. On a même contrôlé l'impact de la violence sur le spectateur en mesurant la dilatation de la pupille ou les battements du pouls. La fascination est certaine. Mais cette violence de l'imaginaire joue le rôle de grand défouloir.
Son excès même la rend inoffensive. Et pourtant, régulièrement, la télévision et les moyens d'information en général sont mis en cause par les hommes politiques. Après tout, ce n'est pas nouveau. En 1881, on incriminait déjà les cafés-concerts. Merci Pierre pour cette chronique. Donc la semaine prochaine, on invitera l'Institut Civitas pour te répondre du côté des puritains. Oui, je veux débattre avec les puritains, avec joie. Ah, ce serait une joie absolument.